Bienvenue à toutes et à tous, ravi de présenter ce cours ce soir. Alors Pierre et chers amis de Sator, je vous prépare une surprise. Je pense que la puissance de l'entraide, je pense qu'il faut revoir le titre de la masterclass. C'est plus du tout à la mode. Et je pense que je propose la puissance tout court, la puissance dans ta gueule. Parce que l'innovation vient des États-Unis, donc on n'est plus du tout à la mode. Maintenant, c'est la loi du plus fort, la guerre de tous contre tous, et je suis pas sûr qu'on va cartonner avec ce truc-là. Non, je plaisante. C'est d'autant plus, comme tu disais, nécessaire d'amener des grands principes. Pour moi, ce qui me fait kiffer, en fait, c'est les grands principes qu'on va chercher dans le monde vivant, dans les sociétés, et qu'on arrive à appliquer à la vie de tous les jours. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce cours. Redevenir compétent en entraide, en coopération, en altruisme, en association, pour pouvoir, survivre, et je dirais même plus vivre à long terme dans ce monde et redesigner un peu nos sociétés. Oui, tu proposais que je me représente un petit peu. Non, mais par rapport à ce cours, en fait, l'entraide, c'est mon dada depuis le début. C'était même avant la collapsologie, avant cette étude des catastrophes, ce métier de lanceur d'alerte. Moi, depuis petit, je voulais être entomologiste, étudier les sociétés animales, les sociétés humaines, et comprendre ces mécanismes, ce qui est derrière. Pourquoi, en fait, les animaux, les plantes, les bactéries, les champignons s'associent. C'est fantastique. Et il y a des centaines, des milliers d'espèces sociales dans le monde, et les humains en particulier, nous sommes ultra sociaux. Moi, j'ai envie de comprendre ça depuis tout petit. Donc, c'est pas vraiment une solution que j'ai amenée après la collapsologie, même si au niveau éditorial, ça a été pris comme ça. Et donc, ce livre, L'entraide, l'autre loi de la jungle, on l'a publié avec Gauthier Chapelle en 2017, au Lien qui libère. J'ai mis 12 ans à l'écrire. Et c'est vraiment que le début. J'ai mis 1/10 de ma biblio là-dedans seulement. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir. En plus, depuis des années, depuis 2017, on a découvert encore plein de choses. Enfin, les scientifiques, et c'est passionnant. Alors, ce qui fait que ce cours-là, c'est à la fois une sorte de synthèse de ce livre, de livre L'entraide. C'est un pavé quand même, il a eu du succès, mais il faut se le taper. Et donc c'est la version podcast du livre, en plus accessible, je dirais. Mais c'est surtout une mise à jour du livre. Depuis quelques années, il se passe des différentes choses. Donc j'ai ajouté dans ce cours de 18 épisodes, de 9 heures, j'ai ajouté plein d'infos nouvelles, j'ai ajouté un côté un peu plus politique, j'ai ajouté plein de résultats sur l'entraide en temps de crise et en temps de catastrophe. C'est actuellement mon activité principale. Je suis pris dans un programme de recherche de 3-4 ans là, avec des humanitaires, des anthropologues, et on a fait plusieurs cas de terrain, de catastrophes dans le monde, pour essayer de comprendre, avec une même méthodologie, quels sont les facteurs qui font que, quand il y a une catastrophe, n'importe quel type de catastrophe, il y a de l'entraide qui émerge spontanément et super fort, super vite, tout le temps, partout. Sauf que plus ou moins. Et c'est ce plus ou moins qui est intéressant. Et en plus, après, l'entraide a tendance à s'éroder. C'est quelque chose de puissant mais fragile. Et quels sont les paramètres qui font, ou les mécanismes qui font qu'on peut stabiliser cette émergence spontanée chez l'humain, qui est magnifique. Donc tout ça est déployé dans le cours. Ce cours, il est hyper enthousiasmant pour moi, parce que j'ai enfin eu la place de dire ce que je voulais. C'est hyper dur dans un livre de tout compacter, puis les livres, de moins en moins de gens lisent, j'ai l'impression. C'est un type de média. Donc là, on a un temps long. On a 9 heures de cours, donc ça permet de s'installer dans une dynamique, ça permet de l'écouter en podcast. Ça permet... Alors, paradoxalement, j'ai eu la place, et en fait, j'ai pas eu la place. Je suis très frustré de ne pas avoir dit plein de trucs. Pourtant, il y a 9 heures, donc c'est un petit paradoxe. On fera avec, ça veut dire que ça
ça appelle d'autres mises à jour plus tard. Petit clin d'œil. Peut-être d'autres projets, de livres, de docu, de BD. En tout cas, c'est un sujet très vivant, très... c'est même pas à la mode, mais très d'actualité, parce que c'est une grille de lecture qui permet de déchiffrer l'actualité. Et là, on a des exemples incroyables avec ce qui se passe en ce moment. C'est aussi très connecté aux autres courses à tort. Je sais qu'il y avait... C'est hyper complémentaire de Olivier Hamon sur la robustesse. Du génie des animaux et des plantes avec Tariq Shekchak et Ernst Zürcher, etc. Il y en a d'autres. Donc il y a des matières à connexion avec les autres cours. Et puis on peut en venir au fond, sur le fond du cours. Là c'était un peu sur la forme. Pour moi il y a 2 enjeux majeurs qui continuent à m'animer. C'est qu'il y a des crises, il y en aura de plus en plus. Donc il ne s'agit pas seulement de survivre, mais aussi d'apprendre à vivre le temps long. Et les crises, c'est bien de survivre, mais il faut penser au temps long. Et donc, pour moi, redevenir compétent en entraide, en coopération, ça permet de s'en sortir dans les crises, oui, dans le court terme, mais d'investir dans le long terme. La coopération, la diversité, l'horizontalité, tout ce qui permet la robustesse, justement, de traverser le temps long. Et c'est là, c'est en germe, c'est ces principes-là que j'essaye de mettre en avant, en évidence, versus tous les autres principes, les forces de dissociation, de compétition, d'agression, de division, le polémos, comme dirait Edgar Morin, toutes les forces qui divisent et qui sont actuellement vraiment en train d'exploser, quoi. Il y a un truc de la compétitivité, la loi du plus fort, il faut gagner, gagner, gagner. Là, c'est vraiment ça qui est en ce moment... Et pourquoi ? Pour la performance, je reprends les termes d'Olivier Hamon. Et finalement, le gagnant, aujourd'hui, dans cette grande course à l'échalote globale, c'est ça qu'il nous dit, Trump, aujourd'hui. Il faut gagner pour faire beaucoup d'argent, il dit, mais gagner, au final, le gagnant dans une compétition, il se retrouve seul sur la première marche du podium. Donc ça crée de la solitude, ça détruit les liens. Et finalement, la compétition, c'est une fausse victoire. C'est un palliatif, c'est une fausse solution parce que ça détruit les groupes. La compétition détruit les groupes, détruit la possibilité du long terme. Et finalement, on est tous en train de miser, là, avec la compétitivité, sur le court terme, vite survivre, mais au détriment du vivre. Et ce que nous apprend le vivant, c'est précisément l'inverse, c'est des principes du long terme. Pourquoi ? Parce que le vivant, c'est 4 milliards d'années de recherche et développement en durabilité. Tous les principes sont là. Si vous voulez durer dans un groupe humain, durer sur Terre, en fait, il faut appliquer les principes du vivant, et c'est ce que font les peuples premiers. Les peuples qui ont duré plusieurs millénaires, c'est des peuples qui ont structuré leur socialité, leur société, leur éthique sur les principes du vivant. Je prends l'exemple des aborigènes, 50 000 ans de culture, 50 000 ans, quoi. Nous, la révolution industrielle, on est à 300 ans, on est déjà en train de s'effondrer. Et la moyenne de la durée de vie des civilisations, c'est 300 ans, la moyenne. Et il y a un peuple qui dure 50 000 ans. Dans la culture, a duré 50 000. Et au début, ils sont arrivés en Océanie, ils ont fait plein de conneries, ils ont détruit toute la mégafaune, et ils se sont posé des questions, ils se sont remis en question. Et ce qui les a fait durer, c'est qu'ils sont restés en phase avec leur milieu. Et donc, ils ont adopté des principes du vivant. Les Amérindiens, c'est pareil. Au début, ils se sont effondrés. Alors, j'ai assisté à une conférence d'une leader, on peut dire, amérindienne, qui disait, nous, en parlant des Amérindiens, de Turtle Island. Turtle Island, c'est leur manière de parler des États-Unis et du Canada. Ils ne parlent pas États-Unis-Canada, ils disent Turtle Island, c'est la manière des Amérindiens de désigner leur continent, leur peuple, leur territoire. Et elle nous faisait... alors, c'était un public de collapsos, les collapsologues les plus incroyables du monde. Il y avait une réunion internationale de collapsos.
Et moi j'étais le plus gentil, genre le plus optimiste. Et c'était magnifique comme réunion. Et elle est arrivée là en disant nous les Amérindiens, on a vécu plusieurs collapses. 4, pour être... voilà, elle avait étudié l'histoire. Et donc au début, notre peuple, enfin c'est une mosaïque de peuples, donc certains se sont effondrés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé des pyramides sociales. Et elle disait, dès qu'il y a une pyramide sociale, une stratification sociale, red flag, drapeau rouge, c'est que ça va finir par s'effondrer. Plus la pyramide est grande, plus on s'effondre de haut. Et donc au début, il y a elle disait, pourquoi on s'est effondré au début ? Because we were assholes. On était des trous du cul. Parce que certains ont fait des pyramides, une stratification sociale, et ça s'est effondré. Et ils ont appris. Ils se sont effondrés 1 fois, puis 2 fois. Puis certains ont arrêté de faire des stratifications sociales, d'autres ont continué et se sont effondrés. Et elle dit, au bout de 5000 ans, il y a eu 3 effondrements. On a appris à vivre avec la Terre. 5000 ans, quoi. Puis les Blancs sont arrivés, 4e effondrement, ils ont tout détruit. Il y a eu une mort culturelle, bon, mort pas tout à fait, parce qu'il y a eu extinction de certaines cultures, mais ils survivent encore, ils sont là. Et elle dit aujourd'hui, là on est, vous, sous-entendu les modernes, les Blancs, vous avez créé une énorme pyramide qu'on n'a jamais vue dans l'histoire. Donc vous allez tomber, alors elle disait vous, c'est bien, vous allez tomber de très très haut. Ok. Et bien c'est ça les principes du vivant, c'est apprendre à vivre avec la Terre, et je pense qu'on est en plein dedans, comme les autres coursateurs que j'ai cités. Et que justement, la stratification sociale, par exemple, c'est un principe qui va à l'encontre, c'est plutôt le polémos, qui va à l'encontre de l'entraide. Vous aurez beau avoir dans un groupe des individus les plus vertueux, si vous les mettez en hiérarchie pyramidale, ils vont se foutre sur la gueule, ils vont déployer naturellement de la compétition, du secret, du chacun pour soi, vouloir monter, vouloir écraser l'autre, monter sur la gueule de l'autre pour grimper les échelles. Donc, par exemple, voilà un principe du vivant. Le vivant n'a pas retenu la hiérarchie pyramidale comme manière de s'organiser. Ça n'existe pas dans le monde vivant. Il n'y a que nous, les humains modernes, qui le faisons. Et c'est pas viable. Ça permet un peu d'efficacité à court terme, mais en fait, ça ne permet pas le long terme. Oui, il y a bien des groupes d'animaux. Tu as un mâle alpha ou une femelle alpha chez les hyènes. Alors oui, il y a de la petite hiérarchie, effectivement, merci. Par exemple, chez les chimpanzés, etc. Mais c'est surtout du N+1 et N-1. Parfois, -2. Parfois, il y a des lieutenants qui dirigent le chef, un lieutenant. Mais finalement, c'est des petits groupes et le chef connaît tout le monde. Mais est-ce que le président de la République connaît les 80 millions de Français ? Non. Et en fait, c'est des stratifications beaucoup trop rigides. Donc dans le vivant, il y a des petites stratifications de temps en temps, mais souvent le chef est remis en question, c'est souple, et quand le milieu change, ben, on peut se réorganiser facilement, et c'est beaucoup moins fragile, c'est plus robuste. Donc il y a de la petite hiérarchie, mais pas vraiment, quoi. Alors les fourmis et les abeilles ne sont pas en hiérarchie pyramidale. C'est pas de chef, il n'y a pas de chef chez les fourmis. C'est de l'intelligence collective totalement émergente. La reine, c'est l'organe reproducteur de la société. Elle ne donne pas d'ordre. Et donc les termites, les fourmis, les abeilles, les guêpes, toutes les grandes espèces sociales construisent par auto-organisation. Et ils font des magnifiques choses sans chef. Donc grosse inspiration biomimétique aussi. Et c'est des projections que nous, les humains, culturellement, on a sur les animaux. Et les fourmis, dans l'histoire de la philosophie, faut lire Mandeville ou tous les philosophes politiques qui disaient non, mais en fait, elles sont monarchiques. Non, mais elles sont anarchiques. Non, elles sont communistes. Non, elles sont machin. Et on peut projeter plein de choses. D'ailleurs, le mot ouvrière, reine et tout, c'est un peu débile. Voilà, c'est le 19e, 20e siècle. Peut-être qu'il faudra revoir d'ailleurs la manière dont on les appelle. En tout cas, voilà l'idée de cette grille de lecture. Ce cours, il apporte à la fois, j'ai voulu y mettre beaucoup d'exemples humains et non humains du vivant, animaux, plantes, bactéries, champignons. Il y a à la fois des catastrophes et de la vie quotidienne.
Les catastrophes, c'est génial parce que c'est une sorte de fenêtre une fenêtre ouverte sur la nature humaine. C'est des moments ou des espaces-temps où il n'y a plus de règles. Les lois, plus personne ne peut les faire, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien. Tout à coup, il y a un effet de sidération et on a un monde libre de tout, sauf des normes sociales internalisées et de qu'est-ce qu'on peut faire sans société. Et au cœur d'un désastre, tsunami, attaque terroriste, incendie, machin, il se passe des choses incroyables. Et souvent, pour ne pas dire toujours, il y a plus d'altruisme, plus d'entraide, plus de silence, de calme, d'auto-organisation et des comportements extraordinaires. Et c'est assez passionnant l'étude des catastrophes, mais aussi dans la vie quotidienne. L'entraide, c'est les jeux coopératifs. À l'école, comment on fait pour s'entraider? Parce qu'à l'école, comment on appelle l'entraide? La triche. L'école de la hiérarchie pyramidale, l'école de la compétition. On note les élèves quand même, on les classe, c'est hyper violent. Donc on apprend aujourd'hui à l'école de la République à créer finalement pas vraiment des citoyens autonomes, mais des moutons, des gens obéissants qui restent sur leur chaise et qui écoutent le maître. C'est ça la principale éducation, enfin ce qu'on apprend à l'école. J'exagère évidemment, et c'est en train de changer, mais comment on développe des écoles plus coopératives, etc., qui forment des individus autonomes. Donc le quotidien, c'est aussi les entreprises, comment on améliore nos collectifs, nos associations, nos organisations, etc. Quels sont les principes de base pour stimuler la coopération, l'entraide au sein des entreprises. Et ça sort facilement quand on pose les ingrédients, et on développe ça dans le cours, ça va tout seul, spontanément. Dans le cours, il y a des principes généraux que j'ai essayé de mettre en évidence. Il y a des mécanismes et des concepts. Par exemple, la membrane d'un groupe. J'aime beaucoup ce concept, c'est hyper utile. La métaphore d'une membrane cellulaire, vous vous souvenez, la couche lipidique, double couche lipidique. Si, c'est... Je vois des poils qui se hérissent, mais en fait, non, c'est hyper utile. Dans un groupe, quand un groupe se forme, eh ben, les individus posent les règles du groupe. Qui fait partie du groupe, qui n'en fait pas partie, quel est l'intérieur, l'extérieur. Et finalement, la métaphore de la membrane, elle est utile parce que le groupe crée sa membrane. Et cette membrane, elle ne doit pas être trop poreuse, trop lâche, sinon il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de membrane, il n'y a pas de vie. Et si la membrane est imperméable, il n'y a pas de vie. La vie, c'est quoi ? C'est de décider ce qui rentre et ce qui sort, la porosité de la membrane. Et dans un groupe et un collectif, c'est ça la clé. C'est de faire une membrane pertinente, qui donne une identité au groupe, et c'est aux membres du groupe de co-créer leur membrane de manière assez équitable, et de la remettre en question, changer la raison d'être tous les ans, tous les 2 ans, pour réapprendre pour naviguer en fait dans la fluctuation. Bref, et des mécanismes, donc on en déploie plein dans le cours, les mécanismes de récompense, punition, de réputation, il y a plein de détails. En fait, l'entraide, c'est quelque chose de très puissant, de très complexe, de très fragile, et il faut et de très délicat. Et c'est en nous, on est fait pour ça, nous les humains, au niveau hormonal, au niveau neuronal, on est des organismes taillé pour l'empathie, la réciprocité, pour tout ça. Dès la naissance, on a besoin de ça pour vivre. Donc c'est très facile à faire sortir. Et les mécanismes, je vous en cite par exemple, avec l'actualité, il y a Trump. C'est très marrant Trump, là, ce qui se passe en ce moment. Il arrive et il fait non mais on s'est fait arnaquer depuis des décennies. Ah ouais. Donc, pour lui, on va se venger. Alors il met des tarifs de douane, des taxes douanières partout. Et les gens, ils pensaient être dans une coopération, une réciprocité. Ils font, ils m'attaquent, je vais l'attaquer aussi. Et lui il dit, pourquoi vous m'attaquez ? Parce que en fait c'est nous qui étions arnaqués. Donc il y a une grosse incompréhension. Et on n'a que des jeux de réciprocité. Et la réciprocité, c'est le noyau dur de l'entraide humaine. C'est la clé, c'est la base, le noyau, quoi.
nous les humains, on a une proportion spontanée pour la prosocialité. Quand on rencontre quelqu'un d'inconnu, on a souvent tendance à être plus prosocial que égoïste ou agressif. Et la deuxième chose, c'est qu'on imite très fort ce que l'autre fait. Et quand on met ça ensemble, naturellement, spontanément prosocial plus imitation, ça crée des sociétés. On est naturellement enclin à la socialité, nous les humains. Sauf que la réciprocité, c'est la loi du talion. C'est fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. C'est ça la réciprocité. Et là, tout à coup, Trump, il va s'en prendre plein la gueule parce qu'il a foutu la merde partout. Il a agressé tout le monde et il va s'en prendre plein la gueule. La réciprocité, on est en plein dedans. Poutine, exemple majeur. Qu'est-ce que ça a provoqué, l'agression de Poutine? Tout à coup, l'Europe se soude. Là, d'ailleurs, avec Trump aussi. Une agression d'un allié. Et tout à coup, l'Europe qui s'était développée sur la compétition, tout à coup, on redevient allié. On réfléchit à une puissance militaire européenne. Et donc, c'est toutes ces dynamiques de coopération, compétition, de yin et yang, que cette grille de lecture permet de... C'est vraiment intéressant. L'Europe, je continue cet exemple, c'était quoi l'Europe? C'était une invention, c'était une membrane. Après la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les pays qui se sont étripés, ils se sont dit, allez, venez, on fait la paix. Ok, pour faire la paix, on coopère. Il faut construire des règles communes. On va faire une membrane. On va l'appeler l'Europe, c'est l'identité européenne. Et vous voyez la membrane se dessiner. Et puis tout à coup, la vague néolibérale est arrivée dans les années 80. Et finalement, bon les amis, on va faire une Europe compétitive. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les néolibéraux? Alors, c'était à la mode. Donc, ok, l'Europe existe, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les frontières. C'est la liberté, c'est l'ouverture. Ouais, tout le monde a fait ouais. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas sécurisé avant. La membrane était faible. Il n'y a pas de sécurité sociale. La sécurité, c'est ça avant tout. Il n'y a pas d'armée commune, de police commune, de sécurité sociale commune en Europe. Donc on n'a pas créé une bonne membrane et on a enlevé les petites membranes de sécurité nationale partout. Et on a fait, la liberté pour tous. Mais la liberté pour tous, quand il n'y a pas de sécurité, c'est l'enfer. Chacun se revient dans la méfiance, la défiance. Et on a eu peur du plombier polonais, de machin, de tout ça. Et c'est vrai. Et qu'est-ce qui revient mécaniquement? C'est les nationalismes. C'est mécanique. Plus on libéralise sans amener de sécurité aux gens, plus les gens vont rechercher de la sécurité et vite des membranes, vite une membrane pour se sentir en sécurité. Et c'est quoi les premières membranes qu'on apprend à l'école? C'est les nationalismes ou les régionalismes, la Catalogne, la Bretagne, le Pays Basque, parce que là c'est fort. Mais sinon c'est les nationalismes, c'est le truc bête et méchant. Le plus, voilà. Et c'est pour ça, si vous mettez les gens en compétition, ils vont chercher leur membrane de sécurité. Et on est pris dans un entrelacement de membranes. On est pris dans une famille, un quartier, une ville. On appartient à un pays, l'Europe, les humains, c'est une membrane. Mais le vivant aussi. Et on est dans une sorte d'entrelacement de poupée russe, de membrane identitaire. Et la clé, en fait, dans toute cette dynamique, c'est de veiller à ce qu'une des membranes ne prenne pas le dessus sur les autres et ne devienne pas opaque, justement. Ça crée des pathologies du clan et de la fermeture, ce qu'on observe aujourd'hui. Donc trop de compétition tue les groupes et ne permet pas la survie à long terme. La coopération, l'entraide, c'est exactement l'inverse. C'est comment on mise sur la diversité, l'horizontalité, l'intelligence collective, le long terme, pour pouvoir traverser le temps long et pour pouvoir non pas seulement survivre, parce que ça sert aussi à survivre dans les catastrophes, mais vivre. Et c'est ça la différence. Pour terminer, donc vous avez dans ce cours une trousse à outils, plein de concepts et tout ça. Pour vivre dans votre quotidien, mais aussi, c'est ça qui me tient à cœur surtout, c'était l'objet du livre, c'est à la fois scientifique, c'est une aventure scientifique transdisciplinaire, mais c'est surtout un récit, c'est ça qui m'importe aussi. C'est un grand récit qui contre
celui de, je vais dire l'axe du mal, Dark Vador, l'Empire, comme dans l'Empire dans Star Wars. Là, il y a Dark Vador qui a repris le pouvoir, qui menace la République, la démocratie, donc les forces du mal se réveillent. Et il y a un nouveau récit. C'est quoi la résistance? C'est quoi la résilience? C'est quoi la robustesse? C'est quoi comment on fait pour lutter? Comment on fait pour s'associer, pour lutter? Tout ça, c'est les forces de... voilà, l'entraide, ça permet de s'associer, de pacifier le monde, de lutter. Prenez l'entraide, et c'est pour ça que le titre, c'est la puissance de l'entraide. L'entraide, c'est une force. Si vous devez retenir une seule chose ce soir, c'est que l'entraide, c'est une force horizontale de convergence qui sert à traverser l'adversité. Quand il y a une verticalité qui vous tombe dessus, que ce soit une catastrophe, une domination, un État autoritaire, le patriarcat ou le racisme, ou peu importe, le colonialisme, quelque chose vous tombe dessus, l'entraide, c'est cette force de cohésion, d'association qui sert à survivre. Ça crée du lien, ça crée du sens, et ça crée de la joie. Et voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Merci, et je suis vraiment très curieux de vous entendre et de dialoguer ce soir. Moi, j'ai 2 questions, mais qui se relient pas mal, je trouve, sur ces grands moments d'entraide. Moi, je me dis comment on arrive à créer cette entraide-là entre beaucoup de gens sans qu'il y ait une catastrophe. Parce que, bon, certes, ça se crée quand il y a une catastrophe, mais j'ai pas envie de générer des catastrophes pour faire naître de l'entraide entre les gens. Et sans aussi que ce soit de la même manière de l'entraide contre quelqu'un. Parce que pareil, quand on a un ennemi commun, on s'allie, mais moi, je suis pas sûre que dans le long terme, ce soit souhaitable. Enfin, je suis sûre que c'est pas souhaitable plutôt. Donc, merci Pablo. Donc, en lien avec la première question, où justement, il a été demandé si cette entraide pouvait naître non pas uniquement d'un chaos, d'une catastrophe, mais tout simplement être là. Et ma question, c'est quand elle est née, puisqu'il y a eu un événement qui l'a provoquée, comment la faire perdurer, qu'elle ne se dissipe pas? Aujourd'hui, on va tous dans... là, je reviens avec des copains d'une formation avec 800 personnes à écouter Al Gore, qui est très focus climat, certes, mais donc on ressort de là, on est boosté, on a envie de faire plein de choses, mais en fait, on se dit, on est beaucoup, 800, mais en même temps, on est personne. Comment est-ce qu'on fait pour faire perdurer ce lien? Donc, il y a ces groupes-là de 800 personnes. Ensuite, on a toutes les personnes qui travaillent pour 2 tonnes, ou en tout cas, et toutes les personnes qui ont suivi les ateliers d'automne. En fait, il y a plein de bouts de personnes qui ont envie de faire plein de choses, mais comment est-ce qu'à la fin, on essaye de créer ce lien et cette entraide, et comment est-ce qu'on fait se connecter tout ça, en fait? Tu n'auras pas forcément la réponse, qu'elle est un peu vague, peut-être. Mais je vois plein de petits groupes, et aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour mailler correctement un peu tout ça? Parce que je crois qu'à la fin, on a vraiment juste la volonté de vivre, tout court, dans un monde habitable. Voilà, donc c'est un peu la question. J'espère qu'il y aura une réponse magique, mais... Donc il y a effectivement une grande force quand il y a un collectif qui se crée. Donc l'entraide, c'est entre 2 individus, où on peut étendre l'entraide à plusieurs individus de manière indirecte, et finalement au groupe, il y a un groupe qui se crée, et on peut déployer, renforcer, approfondir les liens d'entraide dans le groupe. Juste petite parenthèse, pour l'instant, prenons comme synonyme entraide et coopération. C'est pas exactement ça, mais on va dire c'est un acte, c'est agir ensemble dans un objectif commun. À la différence de l'aide, où il n'y a pas de réciprocité. Je t'aide, mais je n'attends pas en retour. Là, il y a de la réciprocité, ça circule, etc. Il y a une horizontalité, l'aide est assez verticale. Et à la différence de la solidarité, on confond souvent, pour moi, la solidarité, c'est un sentiment. C'est un lien qui unit des personnes. Et du coup, c'est un sentiment, une sorte d'obligation d'aider, de l'acte. Mais c'est plutôt un sentiment, la solidarité, c'est un lien. Donc là, on est dans l'acte, d'accord ? Quand on a un groupe, il y a des forces extérieures qui permettent de souder les groupes. Tu l'as dit, le grand méchant loup, un ennemi commun. Ça, c'est radical, c'est hyper fort, hyper puissant. Ça peut être le milieu hostile, un milieu de pénurie, une catastrophe,
la faute à pas de chance, là ça soude. Par exemple le Bataclan, voilà, il y a eu une catastrophe, ça a soudé les Français tout à coup, voilà. Il y a, enfin bref, il y en a plein. C'est l'histoire de l'humanité, c'est que ça. Mais il y a une troisième force, c'est un projet commun. C'est quoi le point commun entre les trois? Un ennemi commun, un milieu hostile ou un projet? C'est le sens, c'est le récit. En fait, la guerre donne du sens au monde. Radicalement, c'est un boost de sens. Il ne faut pas oublier ça. C'est très puissant, la guerre. Et c'est pour ça que c'est dangereux, parce que nous, les humains, on adore le sens et le lien et la joie. C'est ça qui nous apaise et qui nous permet de nous mettre en mouvement et en collectif. Le lien, le sens, la joie. Il ne faut pas oublier que la guerre, c'est un boost de sens et ça permet de mettre tout le monde au diapason et d'emmener un groupe à l'unisson, de le mettre à l'unisson, etc. Mais ça peut être un projet commun. Et finalement, le point commun entre les trois, qui sont trois boosts, shoots de sens, c'est le stress. Le stress, les trois, c'est du stress. Un projet, il faut une deadline, il faut réussir quelque chose. L'ennemi commun, il y a un stress de survie, et puis le milieu hostile aussi. Et ben, quand on met les organismes en stress, ils sont obligés de se renforcer. Et puis, surtout, ceux qui ne le font pas, ils meurent. Donc, c'est dur de ne pas partir dans une conférence, mais le principe dans le monde vivant, c'est que l'entraide émerge en milieu hostile. La compétition peut émerger en milieu d'abondance. Ça, c'est contre-intuitif pour nous, nous libéraux. Philosophie libérale qui veut que s'il y a la pénurie, on va se foutre tous sur la gueule. Et non. Et ça, justement, notre culture, c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est notre culture de la compétition. Pour le dire autrement, ce qui est dangereux, c'est pas la pénurie. C'est d'arriver dans la pénurie avec une culture de la compétition. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est une bombe à retardement qui peut tuer plein de gens. Mais nous, les humains, on sait traverser la pénurie, on sait faire depuis des centaines de milliers d'années. C'est pas un problème, la pénurie. Ça soude les groupes, et d'ailleurs, les groupes les moins soudés sont ceux qui survivent le moins. Donc un des principes du vivant, et c'est pour ça que c'est finalement simple à comprendre, pourquoi en milieu hostile l'entraide émerge? Parce que si elle émerge pas, les gens meurent. Les égoïstes meurent en premier, en milieu hostile. Et ceux qui survivent, c'est les plus coopératifs. Principe du vivant majeur, principe de l'évolution. Ceux qui s'entraident sont ceux qui survivent. Pourquoi alors, du coup, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Pourquoi en milieu d'abondance, il y a la compétition qui revient? C'est bizarre, c'est contre-intuitif. En fait, non. Ça s'explique parce que en milieu d'abondance, il peut y avoir de l'entraide. Pourquoi pas? Sauf que il peut y avoir de la compétition. Et quand on a le choix entre les deux, c'est quoi qui est le plus efficace? C'est la performance, l'optimisation, la compétition. Là, on revient sur ce que dit Olivier Amand. Ça permet de gagner. Les individus les plus performants, les plus forts, les plus intelligents, les plus rapides, les plus machins, ils gagnent. Ils sont sur leur petit podium, ils écrasent la gueule des autres, ils arrivent à gagner. Mais ce faisant, ils détruisent le groupe. Et en fait, il y aura toujours deux forces opposées, comme le yin et le yang dans le vivant. Compétition, coopération. L'une où les individus les plus égoïstes gagnent en premier, mais détruisent les groupes. Et l'autre où les groupes les plus coopératifs survivent mieux. Et donc ça dépend du milieu. Tu vois ? C'est pour ça qu'un milieu hostile, c'est très facile de faire développer l'entraide. Sauf que quand tout le monde est riche, il peut y avoir une personne qui se dit moi je suis riche, comme dit Jean Covici, moi j'ai 500 esclaves énergétiques, on a tous 500 esclaves énergétiques grâce au pétrole, on est tous hyper riches, donc on peut se permettre de dire à son voisin mec, j'ai pas besoin de toi. Et même, tu sais quoi, je t'emmerde. C'est un luxe de riche de dire je t'emmerde. Parce que quand en milieu hostile, si vous dites ça, vous mourrez. Donc en milieu d'abondance, la compétition peut émerger. En milieu hostile, elle ne peut pas. En fait, il y a un grand renversement à faire, là je vous livre un des grands secrets.
qui m'a fait débloquer là, ces derniers mois. J'ai découvert il n'y a pas longtemps. On a appris depuis tout petit que la vie, c'est un paysage de compétition. Darwin, machin, alors que Darwin n'a pas dit ça, mais bon. Et qu'il y a des petits îlots de coopération. Et c'est la civilisation, la culture qui amène la coopération. Et que si on enlève ça, c'est la barbarie, la loi de la jungle, tout le monde s'étripe. C'est pas du tout ça. La nature, elle existe et il n'y a pas de civilisation, mais tout le monde survit. Mais bon, bref. Donc nous, on a appris qu'il y a un paysage de compétition et des petits îlots de coopération. Et c'est complètement faux. C'est exactement l'inverse. La vie, en fait, mais il faut du temps pour démontrer ça et pour arriver à y croire, c'est un paysage de coopération et des petits îlots de compétition. La compétition, elle doit se cadrer. Elle doit rester cadrée. Sinon, elle envahit tout et elle détruit les groupes. Elle détruit la vie, elle détruit les écosystèmes. La compétition, c'est l'efficacité, c'est l'individu, c'est écraser les autres, c'est détruire le lien. C'est le stress. Par exemple, prenez les Jeux Olympiques. Vous allez me dire, ouais, mais c'est cool en fait la compétition. Ça permet de se dépasser, d'être meilleur et tout ça. Bah non. Enfin oui, mais si c'est cadré. Si on prend les Jeux Olympiques, c'est très cadré. Et les sportifs, ils arrivent, ils sont bien préparés, ils ont des super godasses, ils sont entraînés, ils ont envie d'y aller. Et leur truc dure un quart d'heure. Ils sont au taquet, ils se donnent, ils font des records. Et après, ils reviennent, petit resto, petit hôtel, tout va bien, massage, douche, et on revient. Et c'est plus la compétition. La compétition, c'est cadré. Et on a envie d'y aller. Et oui, ça permet dans le monde animal, de définir des territoires, de l'accès à la reproduction. Il y a de la compétition, mais cadré. Et les animaux, ils font ça pas beaucoup, 1 minute, parce que c'est hyper risqué, c'est fatigant, on risque de mourir. Et donc, on le cadre. Mais si on déploie la compétition partout, tout le temps, entre étudiants, entre chômeurs, entre retraités, entre entreprises, entre universités, entre écoles, mais n'importe quoi, entre pays, et du coup, on épuise tout le monde. Et ça ne s'arrête jamais. En plus, on n'a pas envie d'y aller. Les chômeurs, ils n'ont pas envie d'être en compétition. Les doctorants entre eux, tout le monde. Et donc, tout le monde est épuisé, pas bien armé, on n'a pas envie d'y aller. Et ulcère, cancer, on détruit les organismes et on détruit les super-organismes qui sont les sociétés. La compétition débridée, ça détruit tout. Et c'est cette grande course à l'échalote dont je parlais au début, que Trump remet à la mode. C'est ça. Ça va permettre des petits gagnants, des gros gagnants sur le court terme, certains qui vont être sur le podium, plein de perdants et une destruction des sociétés. Et c'est vachement dur d'aller à l'encontre parce qu'ils ont de la puissance et que ils ont tous les outils de puissance. Donc il y a un vrai enjeu à quoi ? Là, on a verticalisé tout est compétition et verticalité, c'est vraiment terrible. Donc c'est à s'associer, retrouver la puissance de l'association pour s'opposer à eux, ou alors laisser s'effondrer la grosse pyramide, et alors utiliser les principes du vivant pour recréer autre chose de mieux, quoi. Mais on en est là, hein, c'est ça la transition. Peut-être pour continuer sur ce qui me vient à l'esprit, parce que vous venez d'en parler, les maladies, donc vous avez cité une maladie ou autre, est-ce que la compétition des virus, ça peut être comparé à ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'ils veulent tout détruire ou pas? Moi, j'y connais rien, mais je pensais à ça quand vous parliez des maladies. On entend souvent ça, quoi. Le virus, il veut juste se développer, survivre, détruire tout. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ouais, les phages, il y a plein d'exemples là-dessus. Il y a un équilibre, en fait. Merci pour cette question. Je vais essayer d'être court. Du coup, c'est comme les parasites. Les parasites, imaginez un parasite super performant. Il va rentrer dans son hôte, il va se développer, il va le tuer. Du coup, il meurt. Parasite. S'il est trop performant, il meurt. Et donc, il y a un équilibre dans le vivant qui fait survivre à long terme les parasites pas trop performants, parce que sinon ils tuent leur hôte. Donc il faut se maintenir. Mais ça dépend du milieu, en fait. Donc c'est comme le yin et le yang. Ça dépend du milieu, d'abondance, de pénurie, ça dépend de l'hôte, ça dépend Voilà, il y a un équilibre, c'est comme tout dans la vie. Et un parasite pas très virulent, il va pas trouver beaucoup d'hôtes et il va aussi mourir. Et on retrouve ce yin-yang, mais dont parle aussi Olivier Amand, hein, de si vous misez sur la robustesse, la résilience, tout ça, contre la performance, à un moment, vous serez
plus du tout performant, et vous risquez à court terme de ne pas survivre. Donc il y a cet équilibre à maintenir. La proposition du cours et de tous ces principes du vivant, c'est de se rendre compte qu'on a été trop vers la compétition et qu'il faut revenir à un équilibre. Il ne faut pas aller complètement non plus dans l'autre sens. Ça serait risqué. Donc voilà, c'est une question qui illustre bien l'équilibre. Il y a eu plein d'expériences comme ça sur les poulets, sur les araignées d'eau, j'en parle, les gérisses. Vous voyez les petites... c'est des insectes en fait, c'est pas des araignées. Ça n'a rien à voir. Insectes, petite parenthèse, mais je kiffe. Insectes, c'est 6 pattes. Araignées, 8 pattes. Et donc elles flottent, parce qu'elles ont les pattes avec un peu d'huile, elles flottent sur l'eau comme ça. Et il y a eu des études sur les mâles et les femelles. Et il y a des mâles qui sont hyper agressifs dans la reproduction. Ils sont traumatiques pour les femelles. Ils arrivent, en fait, ils violent les femelles, mais là on est un anthropologisme, bon, c'est pas viol, mais c'est des accouplements traumatiques. Et du coup, les femelles, donc ils gagnent cette compétition, ils répandent leurs gènes et tout, et ils gagnent individuellement cette compétition génétique. Ils se reproduisent mieux, plus vite que les mâles gentils qui sont moins agressifs, qui sont plus polis, galants, etc. Je suis complètement en train d'anthropomorphiser, mais on s'en fout, c'est rigolo. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Les femelles sont tellement traumatisées et pas en bonne santé que la population s'effondre. S'il y a trop de mâles agressifs qui se reproduisent trop bien, finalement, le groupe en pâtit. Et donc, c'est les groupes où les mâles sont moins agressifs qui survivent. Vous voyez, c'est yin-yang entre l'individu qui veut gagner et le groupe qui survit. Quand j'avais lu ton livre la première fois, il y a 2-3 ans, il m'avait fait tellement de bien. Il m'avait aidé à me rendre compte que je n'étais pas toute seule à être folle à y croire. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le. Te dire aussi que le lendemain de l'élection de Trump, je me suis dit que c'était le bon moment pour le relire. Mais malheureusement, je l'ai oublié dans le train. Donc je me suis dit que quelqu'un avait plus besoin que moi de le lire. Et du coup, je ne me rappelle pas de ce moment où tu expliques des conditions, parce que des conditions qui favorisent l'émergence de l'entraide. S'il y avait des prérequis, j'imagine que c'est dans le cours, donc il ne faut pas tout dire ce soir. C'est quoi les valeurs qu'un groupe peut incarner pour favoriser l'entraide ? Il y en a plusieurs. Les primaires, moi je dirais, c'est comme les couleurs primaires, après les secondaires. C'est sécurité, confiance, équité. Si les individus du groupe ressentent ça, ça ira tout seul. L'entraide arrive facilement, toutes les équipes coopèrent, tout va bien. Mais pour arriver à ça, il faut quand même des structures, des règles. Voilà, par exemple, je reprends l'exemple du hiérarchique pyramidal. Vous mettez une structure avec un chef, des lieutenants, machin, bête et méchante, vous n'aurez pas de sécurité. Où est l'équité ? Il y en a un qui décide tout, qui écrase les autres, c'est pas juste, voilà. Pareil, là on a un climat, au niveau international, à grande échelle, on pourrait se dire, waouh, le climat, c'est génial, le climat c'est un grand méchant loup qui pourrait être une formidable opportunité pour l'humanité de se rassembler, de coopérer, enfin. Comme dans les films catastrophes où il y a des extraterrestres qui arrivent, et tout à coup toute l'humanité coopère contre les extraterrestres. C'est génial. Et c'est un grand fantasme. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi on n'arrive pas à coopérer au niveau international ? Parce qu'on n'a pas de sécurité. Elles sont où les règles ? J'allais dire un gros mot. Il y a un blond qui arrive au pouvoir et qui fout en l'air toutes les règles. Les gens ne se sentent pas en sécurité. Il y a 5 pays qui ont le droit de veto à l'ONU. Où elle est l'équité ? Ceux qui n'ont pas le droit de veto, ils sont là. Non, mais il y a les petits pays, ils sont toujours écrasés. Il y a les petites îles qui vont être englouties dans pas longtemps. Et nous, le réchauffement climatique. Oh, toi, ta gueule. Il n'y a pas les conditions réunies. Et du coup, la confiance. Mais non, mais il y a des réseaux d'espionnage, de machin. Enfin, c'est que de la règle de la méfiance, la défiance, l'inégalité. En plus, il y a stratification sociale. Donc il y a de l'inégalité verticale et horizontale. Et pas de sécurité. Les conditions ne sont pas réunies pour coopérer. Pourtant, c'est con parce qu'il y a quelques années, on n'avait pas de conflit majeur. On aurait pu travailler à ça, à
à pousser en fait les règles de l'ONU. L'ONU, c'est un essai de membrane internationale. C'est super. C'est pas perdu. C'est pas encore perdu. Hein. On peut travailler à ça. Et on a les règles. Enfin, on connaît ce qu'il faut faire. Enfin, ceux qui ont vu le cours Sator. Non, je rigole. non, mais moi, je me suis inspiré de plein de gens et tout est là. Hein, mais c'est les... T'as dit équité et pas égalité. Alors les deux, c'est un peu une petite différence. On développe ? Ouais. Attends, j'essaie de pas trop long. Équité. Alors égalité, c'est tout le monde pareil. Bon, l'exemple le plus simple, c'est vous avez une petite fille et un bûcheron qui vient de bosser, qui est fatigué, qui est gros, qui est costaud, et vous donnez la même quantité de nourriture à la petite fille et au bûcheron. Ça, c'est de l'égalité. Vous dites, il y a un truc pas juste. Mais c'est de l'égalité. L'équité, c'est plus proportionné. Ouais, c'est un autre mot pour proportionner. Et il y a plusieurs manières de proportionner. Il y a le bûcheron, il a plus travaillé, ou il le mérite plus, etc. Et donc il y a eu des études sur les enfants et les adolescents. Il y a des stades d'évolution de quand on grandit, la psyché grandit et mature et gagne en complexité. Et alors, je ne sais plus exactement, mais c'est genre vers 5 ans, non, vers 3 à 5 ans, chez les enfants, il y a ce désir très fort d'égalité. Égalité. Et donc, c'est les bonbons. Ouais, c'est en lien avec la justice, mais au début, c'est tous les bonbons pour moi. Et après, il y a l'égalité qui arrive, c'est OK. On a exactement le même nombre de bonbons. Et après, il y a des règles plus complexes qui arrivent vers 7-9 ans, puis à l'adolescence, où on se dit « Ah ouais, mais toi, tu as plus bossé ou tu le mérites plus, bah, tu auras plus de bonbons que moi. » On accepte que l'autre ait plus, on accepte aussi d'avoir plus, et il y a des règles plus précises et plus fines qui se mettent en place, et on passe de l'égalité à l'équité. Mais les deux, c'est effectivement ressentir la justice. Parce que le sentiment d'injustice est ultra toxique pour les groupes. Ça crée une défiance, un retrait, du sabotage et tout. Il y a eu des exemples chez les singes, les capucins, ou des petits singes comme ça, un peu blancs et noirs. Et en fait, ils faisaient des expériences coopératives et à la fin, ils récompensaient les singes, pas de la même manière. Le scientifique, il donnait un gros régime de bananes à l'un et une toute petite banane à l'autre. Celui qui a eu la banane, mais pétage de plomb, il jette sa banane, il détruit tout. Enfin, plus jamais il recommencera à coopérer. Moi, votre groupe, je m'en fous, je me casse. Et ben chez nous, c'est pareil. Si tu as le voleur de pommes qui se prend 2 ans ferme, et puis voilà, des malversations financières au plus haut niveau de l'État, et encore, je suis gentil, et qui se prennent, dans le meilleur des cas, un petit bracelet, voilà. C'est quoi cette société ? Ben, je vais peut-être pas participer. Voilà. Stratification sociale, inégalité. En fait, la stratification sociale, on revient à ce que je disais au début, ça crée des inégalités structurelles. Et donc, il y a 2 forces du mal, on va le dire simplement, la compétition et la hiérarchie. Voilà. Donc, la clé, c'est quoi ? C'est la coopération et l'horizontalité, c'est-à-dire l'anarchisme. Et en fait, l'anarchisme, c'est une des branches des socialistes. Et c'est historiquement, voilà, les mouvements ouvriers, c'est Bakounine à l'international, quand il faisait la naissance du communisme. Il y avait Marx et tout ça. Ils disaient l'international, mais ils étaient 27. Hein, en fait. Ils ont créé des réunions pour dire « Ouais, on va faire du communisme. Ok, super. » Mais à un moment, il y a Marx, il dit « Ouais, il faut la dictature du prolétariat. » Je simplifie, hein, désolé les historiens et tout. Mais... Et puis il y en a qui dit, Bakounine, il fait « Non, mais tu fais une dictature. C'est cool l'égalité, mais tu retrouves une stratification sociale et il y aura de l'autorité et il y aura une inégalité structurelle. » Et donc le communisme... Et là, ceux qui sont sortis et qui ont fait la gueule et ils ont fait une autre réunion en Suisse à Saint-Imier, ils ont créé l'anarchisme, c'est-à-dire le communisme libertaire, horizontal. C'est l'égalité et la liberté, et sans stratification sociale. On se donne des règles pour maintenir un groupe complexe, des membranes complexes, mais horizontales. Parce que si on crée de la verticalité, on va créer de la domination et on va permettre à des psychopathes de prendre le pouvoir.
Et finalement, les grandes structures hiérarchiques sélectionnent les psychopathes qui arrivent à la tête de l'État. Tu ne peux pas être sain d'esprit et aller et te retrouver à la tête d'une grande pyramide. C'est forcément des psychopathes ou des sociopathes. C'est mathématique. Et donc, les communistes autoritaires, ils se sont retrouvés entre eux, ils ont fait l'Union soviétique, et c'est la plus grande expérience de destruction du communisme dans l'histoire. Ils ont montré qu'avec le hiérarchique pyramidal, on détruit tout. Inégalité, injustice, voilà. Et donc là, ils ont choisi pas la compétition, mais la hiérarchie à fond. Voilà. Vous voyez ? Et donc les libertariens, c'est l'inverse. Il n'y a pas Musk et tout ça. C'est pas d'hiérarchie. Par contre, ultra compétition. Ça détruit les groupes aussi. Donc, il y a deux forces. Voilà, je simplifie à fond, hein, mais ma grille de lecture. Et ce qui est très beau avec l'anarchisme, mouvement libertaire, c'est qu'on a les deux toujours ce souci de conserver la liberté, de conserver l'horizontalité, et ouais, j'en viens au cœur du cours. Pierre Kropotkin, un grand penseur, un grand géographe, un grand penseur de l'anarchisme, il a écrit, c'est lui qui a écrit Mutual Aid en 1902, qui est le pilier de la pensée anarchiste, l'entraide. Il a inventé le mot entraide. Mutual Aid, en fait, ça a été traduit en français par entraide, par Élisée Reclus, un grand géographe aussi, un ami de Kropotkin. Élisée Reclus, qui était franc-maçon et anarchiste, et un grand voyageur, un humaniste incroyable, un de mes héros aussi, hein, comme Kropotkin. Et lui, il a proposé comme titre entraide, et c'est lui qui a inventé, qui l'a offert à la langue française. Donc c'est pour ça que l'entraide, c'est ce souci de l'horizontalité, de la coopération, c'est la base. Et c'est pour ça, petite parenthèse, que les anarchistes sont toujours fait massacrer dans l'histoire. La Commune de Paris, la Révolution à Barcelone en 1936. Pourquoi ? Parce qu'ils misent sur le long terme et parce qu'ils sont moins efficaces, performants. Ils misent sur la complexité, l'intelligence collective, l'horizontalité. C'est plus dur, mais c'est beaucoup plus durable. Et finalement, il y a les fachos, donc les super horizontaux ou les compétiteurs qui arrivent et qui les détruisent parce qu'ils ne veulent pas prendre les armes. Voilà. Et c'est la grande tragédie de l'histoire pour moi. Je ne sais pas si j'ai tort, et du coup je vous pose tous la question. Est-ce qu'on n'est pas tous finalement co-responsables de ce qui se passe en ce moment, dans le sens où on dénonce tous ce qui se passe à des milliers de kilomètres d'ici, mais finalement, est-ce que nous, vraiment, dans notre quotidien, on s'entraide vraiment ? Est-ce qu'il n'y a pas urgence à démystifier, ce qu'est l'entraide au quotidien, comment nous, on peut le faire, en fait, déjà entre nous ? Et je voulais savoir ce que tu en pensais. Quels seraient les éléments de langage pour convertir. Le but quand même, c'est de convertir, j'aime bien ta pensée, sans parler d'anarchisme, parce que ça peut faire très peur à beaucoup de monde. C'est quoi les éléments de langage en lien avec ça, pour un peu faire une vague de pensée, une vague d'action, et répandre la culture de la gentillesse. Exactement, partout. Et la bienveillance. Oui, je voulais juste rebondir sur le qui va à mon avis dans ce sens-là, sur la notion de récit en fait que tu évoquais comme étant le moteur en fait pour avancer. Moi, la question que je me posais, c'est comment se fait-il que cette machine à broyer dans laquelle on est de la compétition, qui en fait conduit à des vainqueurs, comme tu le disais, qui à la fin sont vainqueurs seuls, et qu'en soi je vois même pas l'intérêt d'être vainqueur de cette histoire-là, parce que je suis même pas sûr qu'ils soient heureux. Comment se fait-il que ce récit, en fait, arrive à se maintenir, quoi, et que, en fait, ça paraît tellement évident que ce soit pas le bon chemin. Comment il arrive à se maintenir, ce récit pourri ? Et pourquoi on n'a pas d'autres récits sur la coopération, sur le bonheur qu'on a dans les choses simples à partager ? Comment se fait-il que ce récit-là ne s'impose pas ? En rebond et du coup mi-réponse et mi-question, moi j'ai pas encore entendu parler de l'amour du coup dans cette conférence, et j'aimerais savoir en quoi est-ce que l'amour pourrait en fait être une solution de l'entraide sur le long terme. Et du coup, un autre truc qui rebondit avec ça, c'est on parle toujours de causes extérieures. Voilà, tu parles d'un sens, une guerre, un projet commun.
quand est-ce que les solutions viendront de l'intérieur et comment. Et donc pour moi, la réponse c'est l'amour, mais voilà, je voulais vous entendre avec ça et partager ça. Et moi, je pensais un peu à tout ce qui a été dit et je voulais savoir, parce que toi, tu as une approche qui est anthropologiste, biologique aussi, avec le tropical, il me semble. Peut-être un peu tout, transdisciplinaire. Ouais. Je sautais d'une discipline à l'autre et j'essaie d'en prendre le plus possible pour faire la synthèse transversale. Ok. Donc dans cet élan de robustesse, amour, le stress qui provoque le projet commun, tout ça, est-ce que dans les exemples qu'on étudie, que ce soit en anthropologie de l'histoire humaine ou animale, tout ça, est-ce qu'on arrive à trouver un pattern qui soit commun et qui puisse plus que dire les humains quand ils sont stressés, ils s'entraident? Est-ce qu'il y a un truc qui peut pas nous donner une roadmap applicable en mode bah là, si on fait ça, a priori, on va s'en sortir ou on va générer de la robustesse. Et c'est peut-être de l'amour, j'en sais rien. Voilà. Et peut-être pour juste parler au monsieur, juste voilà, N-1, intervention -1. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même vachement lesté par la vertu et qu'il y a vachement une prime au vice. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que spontanément, mais c'est mon élément de réponse, on a tendance à aller vers des récits qui sont destructeurs plutôt que des récits qui sont constructeurs. Mais voilà. En fait, les néolibéraux, ça fait des décennies qu'ils travaillent à ça, avec des millions de dollars, des think tanks. Ils ont pris toutes les strates de la société et ils travaillent sur une conversion idéologique de fond. On n'a pas cette puissance. Tu vois, et même si on l'avait maintenant, ça prendrait longtemps avant de basculer vers une culture de la coopération. Mais on se fait arnaquer, à mon avis, depuis le début. Mais moi, j'ai fait mes études... on m'a toujours appris que c'était la loi du plus fort, Darwin, la loi de la jungle, la compétition. Mais jusqu'à tard, 25 ans, j'ai fait doctorat, c'était encore ça, quoi. Donc et j'ai mis 10 ans, parce que j'avais cette intuition que c'était faux, que c'était pas comme ça. Donc de passer de l'intuition à, découverte de tout ça, arriver à construire un récit, arriver à y croire. Je dis, mais est-ce que ce que j'ai découvert, c'est bien ça? Arriver à en discuter avec des pairs qui me disent, ouais, mais si. Et arriver à avoir la confiance pour le dire aux gens qui n'y croient pas. Moi, il y a des gens à mes conférences, ils viennent, ils font, ah, c'est cool, j'ai compris, mais j'y crois pas. Non, en vrai, c'est la loi du plus fort, on est d'accord. En fait, on comprend, mais on n'y croit pas. Tu vois? Et c'est comme le collapse. Oui, on sait. Le changement climatique, on sait. Mais en fait, on n'y croit pas. Moi, j'ai une double culture colombienne, même si je suis quand même né en France, j'ai une culture occidentale, etc. Mais j'ai découvert d'autres cultures, plutôt Amérique latine. J'ai pas été en Asie. Mais ouais, changer de regard, ça permet de aussi prendre du recul sur waouh, notre société moderne, occidentale, industrielle. On est... Si on n'arrive pas à prendre du recul et nous observer, c'était le projet de Bruno Latour, d'observer les modernes de manière extérieure, anthropologique, on n'arrivera pas, on sera toujours la tête dans le guidon. Du coup, ça touche l'amour, ça touche à d'autres mots ou d'autres concepts. Je pense à la Pachamama, la terre-mère, tous ces concepts d'autres sociétés, c'est d'autres cultures, où les Chinois, la pensée orientale, qui a d'autres manières d'appréhender le monde, le cosmos, d'autres cosmologies, qui génèrent du coup des comportements et des sociétés très différentes. Alors l'amour, il y a un cours, Sator. Oui, déployer l'énergie d'amour. Ouais. Avec Stéphanie Briand. Tu l'as vu ou pas? Non, c'est chouette. Il y a un livre chez Actes Sud, je crois aussi. Et là, elle explore tous les... Ouais, au niveau scientifique, spirituel, tout ça, c'est très riche. Alors, le problème de amour, c'est qu'on met tous un mot... Enfin, une définition différente, on a tous une vision différente de l'amour. Amour, on pourrait dire, c'est le lien puissant. Et on parle que de lien et de sens depuis le début. Donc peut-être c'est une autre déclinaison de entraide. Mais quand un groupe se crée sa membrane, il se crée son récit. Le récit peut venir de l'intérieur. Tu vois, si on crée une entreprise, on va dire ouais, on va, je sais pas, me créer la Climate House. On crée la membrane, les règles et tout, et on se crée notre récit de la Climate House. Il vient de l'intérieur. Et l'extérieur, on peut se dire à l'intérieur, on va utiliser l'ennemi, je sais pas, le changement climatique, pour renforcer notre récit. Mais il vient pas forcément que de l'extérieur. Le récit, le sens que se donnent les gens, les groupes,
vient aussi de l'intérieur. Il y a pas que les... Peut-être j'étais mal compris tout à l'heure. C'est les deux. Très important, le milieu. C'est ça aussi qu'il faut retenir. L'extérieur. Les groupes, les organismes, les super-organismes, ils naviguent, ils sont présents dans un milieu plus ou moins hostile ou d'abondance. Et c'est ça qui va définir le niveau de coopération. Il y a des expériences magnifiques sur les arbres, où il y a quand il fait bon vivre, en bas de la vallée, les pins et les sapins coexistent. Et les écologues, ils ont enlevé les pins et les sapins se sont portés mieux. Ça veut dire qu'il y a compétition. Tu vois ? Et les mêmes espèces, en haut de la montagne, quand il fait froid, sec, il n'y a pas de nutriments, c'est dur, les conditions hostiles, les deux espèces coexistent. Et les écologues, ils ont fait l'expérience, ils ont enlevé les pins et les sapins se portaient moins bien. Donc pour les mêmes espèces, ça marche chez les bactéries, les levures, plein d'espèces, et en milieu d'abondance, il y a tendance à la compétition. En milieu hostile, les mêmes espèces s'entraident. Donc c'est pas des trucs essentialisés par essence, on est comme ça. C'est que ça dépend du milieu, c'est un vrai principe à retenir. Et donc ça vient de l'intérieur et de l'extérieur aussi. Sur les questions très chouettes là-bas, il faut faire ça chez nous, carrément. C'est plus facile de critiquer le voisin, de voir c'est comment l'expression, la poutre, la paille. Voilà, tout ça. Non, mais nous, on est complètement dans une culture, on s'en rend pas compte, de la compétitivité, de la hiérarchie, de tout ça. Et c'est au plus profond de nous. À la naissance, on est à l'hôpital. L'hôpital, t'as pas plus hiérarchique pyramidal. On va s'inscrire à la mairie, quand nos parents vont nous inscrire. La mairie, l'État, t'as pas plus hiérarchique pyramidal. Puis après, on va à l'école. L'école de la compétition, de la hiérarchie, de la soumission, de l'obéissance. Enfin, on a tout à revoir. C'est vraiment un changement total de société. Et ce qui est beau, c'est que moi, j'avais lu le bouquin de Bell Hooks. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est une afro-américaine féministe qui est décédée il n'y a pas longtemps. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle La volonté de changer, sur la masculinité et le patriarcat. Très très beau livre, La volonté de changer. Et elle explique que le patriarcat, c'est un héritage de la fabrique des soldats, du monde militaire. Et que cette culture de fabriquer des soldats, qu'on hérite depuis des siècles, de guerre et de soldats, c'est quoi un soldat en fait ? C'est qu'on prend les petits garçons, on les empêche, avec une éducation, on les empêche de ressentir, d'avoir accès à l'intériorité, et ils ont le droit juste d'exprimer de la colère, et de le confondre avec la violence. On fait des hommes, des bons soldats, donc insensibles, on les désensibilise, on les dissocie de leur corps, et ils peuvent aller obéir aux ordres et tuer des gens. C'est hyper dur pour les humains de tuer, parce qu'on est vraiment des êtres très empathiques, donc il faut s'entraîner très longtemps pour tuer, et même les soldats sur champ de bataille, la grande majorité, ils tirent à côté, ils tuent pas. Ils osent pas. Enfin, c'est compliqué de tuer quelqu'un. Et il y a juste les vrais psychopathes qui arrivent très bien à tuer, mais ils sont peu nombreux. Bref. Et finalement, on crée des soldats. Donc maintenant qu'il n'y a plus de guerre, on a hérité de cette culture du patriarcat. Les petits garçons, on en fait des bonhommes, des hommes, mais ils sont insensibles. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont adultes ? Ils ressentent pas l'amour, ils n'ont pas accès à leur intériorité, donc ils sont là dans des relations de couple avec leur femme et tout, et ce qu'ils savent faire, c'est, quand il y a un problème, c'est taper, garder le silence ou fuir, parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que l'amour, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas accès, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Donc elle disait, Bell Hooks, il faut les aider, ceux qui veulent changer, à ressentir l'amour, etc. Tout ça pour illustrer le fait qu'on arrive dans une culture. On a beau faire de notre mieux, on a hérité de ces systèmes-là. Je parle du système patriarcal, mais la compétition, les business schools, les machins, les trucs, c'est une énorme entreprise à créer de la compétition, à créer les deux axes que je dis, hiérarchie et compétition. Et comment déployer cette culture de l'entraide ? Je ne sais plus quelle était la question. Sur la sémantique, pour ne pas faire peur aux gens avec les mots anarchistes et tout.
Ouais, tu peux dire libertaire, ça marche. Mais sinon, effectivement, il y a un grand enjeu sémantique d'arriver à trouver les mots. Compétition, compétitivité, ça fait kiffer plein de gens parce que justement, on a appris ça depuis le début. Vous voyez un parterre de chefs d'entreprise, vous leur disiez compétitivité, ils sont là, ouais. Bon, mais c'est leur culture. Mais vous dites altruisme, ils sont t'es pas un peu naïf Enfin, voilà, c'est un peu gênant, mais c'est notre culture. Donc ouais, les mots, ça peut être des pièges, je pense. Moi, j'adore inventer des mots, mais des fois ça prend pas, des fois ça prend. Et c'est des essais-erreurs. On est dans des... À ce moment-là, je trouve qu'il y a une bataille des récits. Il y en a plein qui émergent de partout. Il y en a de temps en temps qui réussissent, genre Robustesse, ça a réussi de ouf. Ça prend. Collapsologie, ça a pris. Il y en a d'autres qui n'ont pas pris. Et donc, faut essayer. Et puis, c'est de l'essai-erreur. Et à un moment, il y aura des concepts rassembleurs. Et puis, il y en a qui vont marcher, d'autres moins. Mais l'idée de ce cours, c'est pas de s'enfermer dans des mots. On peut choisir entraide ou autre, mais c'est l'esprit qu'il faut essayer de transmettre avec une diversité de mots aussi. En tout cas, c'est une invitation à inventer des mots et à les tester. Tester chez vous, dans vos familles et tout. Vous parlez d'anarchisme, ouais, il y en a qui vont faire hop, il y en a qui vont faire waouh. Et puis ça permet de chaque mot de générer un dialogue différent. Et puis t'as pas les mêmes mots, tu n'utilises pas les mêmes mots en fonction des publics, des publics différents. Ça aussi, il faut apprendre à naviguer. Voilà. Donc ouais, gros effort sémantique de, comment t'as dit, éléments de langage. En tout cas, au gouvernement, ils font ça. Ils sont bons en éléments de langage, liberté, égalité, fraternité. Ouais, c'est juste, faut l'appliquer. Mais c'est pas mal l'idée. C'est une devise franc-maçonne à la base. Et c'est très beau. C'est très beau, mais quand on l'applique en vrai, pour moi, ça donne l'anarchisme. Hein, mais mais en vrai. Ouais, et après, c'est des concepts un peu froids, etc. Il y a la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. Beaucoup plus sympa. Ce que tu disais me rappelait un bouquin que j'ai lu il y a 20 ans, publié par un professeur de management de Stanford, Robert J. Sutton. Et le titre, c'est The Asshole Role, les rôles du... Pardon, excuse-moi French. Trou du cul, pardon, du connard. Asshole Rule. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, lui, il a analysé plein de cas et des lettres qu'il avait reçues des gens qui travaillaient dans des entreprises qui avaient croisé ou qui vivaient avec un connard, voilà, un manager, un collègue, etc. Et à la fin de son bouquin, lui, il dit, finalement, les connards, il a quand même son rôle dans la société, dans l'organisation, parce qu'il permet à tout le monde de se coaliser contre lui. Donc, ça vaut la peine d'embaucher de temps en temps un connard pour faire en sorte que finalement l'organisation fonctionne. Mais ça, en quelque sorte, je trouve que c'est intéressant parce que ça va dans le sens que tu disais. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'autre sens, peut-être que la seule solution, dans certains cas, c'est de trouver un ennemi commun. Mais on a des beaux exemples actuellement au pouvoir. On en a beaucoup, des assholes. Et donc, moi, je me demandais, mais comment on peut effectivement... Bon, on utilise les assholes et on les instrumentalise pour arriver à notre but, mais est-ce qu'on peut faire en sorte qu'effectivement, on arrive à ne plus avoir des assholes? Merci. Et je pense qu'il y en aura toujours. Mais la beauté de la politique, le but pour moi de la politique, c'est d'arriver à créer des membranes, des organisations, des structures qui ne permettent pas aux trous du cul de prendre le pouvoir. De les maintenir un peu inhibés. C'est ça un vrai système démocratique. La démocratie, c'est ça. Mais il faut pousser encore la démocratie pour éviter que les gens qui ont un ego démesuré, des blessures d'enfance qui les rendent pas sympas, voilà, je vais rester poli, etc., ou des psychopathes ou des sociopathes, et ça existe, il faut éviter qu'ils prennent le pouvoir. C'est ça la politique. Parce qu'il y en aura toujours, en fait. Des égoïstes, des trous du cul, il y en aura toujours. Pas que des hommes, hein. Il y a aussi des femmes. Moi, c'est un petit lien, parce que ça rejoint un peu l'idée des connards, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a aussi un système de gens qui ont potentiellement des privilèges et qui en ont hérité, et du coup qui vont aussi utiliser l'entraide pour combattre le fait qu'on leur enlève potentiellement des privilèges. Absolument, du pouvoir. Ouais.
Et les ultra riches s'entraident entre eux. Typiquement, ouais, ils sont les très strates soudés. s'entraident. C'est très horizontal. Ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que tu nous encourages à utiliser plus de compétitions pour battre des entraides qu'on trouve injustes? Je vous dis, il y a de la compétition horizontale entre groupes culturels. Ça, c'est terrible. C'est les fascismes, en fait. Ma culture est meilleure que la tienne. Et on a une lutte de pays, de culture horizontale. Et puis, on a une lutte verticale. Plus on verticalise, plus on a une lutte des classes. Et donc, on a de la lutte de partout. Et donc, la question, c'est d'essayer de pacifier ces choses. Et en même temps, il y a des vrais connards, il y a des vrais méchants. Bon, après, on est tous le connard de quelqu'un, mais bon, même si objectivement, il y a des connards. Là, je vous renvoie à un livre qui s'appelle Le Connard, de Éric Lablanche, un journaliste. C'est vraiment génial. Il décrit sociologiquement le connard. C'est pas le con, parce qu'on est tous le con de quelqu'un, mais il y a vraiment des connards. Et donc... actuellement, les activistes, par exemple sur le climat, il faut s'associer pour lutter. Et il y a des rapports de force. Il ne s'agit pas de dire qu'on va créer le monde des bisounours. L'entraide, ça permet de naviguer dans cet équilibre coopération-compétition. Il y aura des luttes, c'est-à-dire de la compétition. Il faut les choisir, il faut arriver à faire des alliances stratégiques et pas tous se foutre sur la gueule entre alliés potentiels, n'est-ce pas ? Et voilà, donc c'est cet équilibre que je voulais vous amener, de coopération-compétition, en ayant une vue globale des conflits potentiels, quoi. Vous dites donc dans un milieu d'abondance, donc il y a de la compétition, et dans un milieu où il y a de la rareté, donc il y a de l'entraide. Et si on est entre les deux, où on va rentrer dans un milieu moins abondant, ce qui est un peu notre cas actuellement, qu'est-ce qui se passe si on compare avec d'autres espèces, des virus, des animaux ou des arbres? Donc, comment ils agissent? Il y aura les deux. Et il y aura cet équilibre, justement, entre compétition et coopération. Et donc, tout l'enjeu, c'est culturellement, avec des forces politiques, avec des luttes, avec des associations, essayer de pousser vers la culture de la coopération. C'est pour ça que j'ai fait ce cours, ce livre. C'est parce que là, on est allé beaucoup trop loin dans la culture de la compétition. C'est comme si on avait une jambe hypertrophiée en compétition et notre petite jambe toute malingre de coopération. Et du coup, on boite et notre société, elle va partir en cacahuète. Et donc là, voilà, si le milieu change, cet équilibre va changer. Mais ce qu'il faut, c'est pousser la culture de l'entraide, de la coopération. Et c'est pas la culture de la naïveté, des bisounours, c'est vraiment, on peut complètement s'entraider pour massacrer son voisin. Donc c'est vraiment faire attention à... Merci à tous.